Bienvenue au Polysécure. Cet épisode, je suis avec Vincent. Salut! Et on va commencer par les shameless plugs. Nous sommes encore en confinement relativement, nous sommes encore dans la pandémie elle-même. Les vaccins commencent à arriver, tout ça, mais il demeure qu'il ne faut pas relâcher les mesures d'hygiène publique, distanciation, lavage de mains, masque, et ainsi de suite, pour qu'on puisse en sortir et avoir un été heureux et merveilleux sans avoir à se trouver confiné et pouvoir y prendre une bière ou toute autre consommation sur une terrasse. 15 avril prochain, il va y avoir le Sécure pour Québec numérique. Événement de sécurité et je profite de l'occasion pour plugger un nouveau podcast qui s'appelle Incidence, qui est enregistré par Virginie, dans lequel elle aborde certains sujets et les questionne et les brasse un peu plus avec intérêt et creuse les différents éléments. Donc, les informations sont dans les show notes. Commençons par un suivi sur un événement que Vincent a déjà discuté sur Clearview AI, ce que ça a brassé un peu, puis quelques petits défis associés à celui-ci. Juste avant, Nico, dis-moi donc, tes parents sont-ils vaccinés? Pas à ce que je sache. Parce qu'on entend toutes sortes de rumeurs, hein? Les effets secondaires, les ci, les ça. Mais moi, je vous confirme, mes parents sont vaccinés. Ils sont vaccinés depuis 2 ou 3 semaines. Puis, je vous rassure, hein, tout le monde qui nous écoute, oui, ils sont vieux. Ils ont plus de 75 ans. Ils n'ont pas 80 encore. Puis, côté effets secondaires, moi, j'ai aucune idée. Mais ma mère est plus excitée que jamais parce qu'elle voit déjà la lumière au bout du tunnel. Puis, mon père, lui, il n'y a aucun effet ni primaire ni secondaire. Autrement dit, avant, après, il n'y a aucun changement également. Alors, effectivement, pour retourner sur une petite chronique qu'on avait faite sur Clearview AI, souvenez-vous, c'est cette compagnie, si je me trompe pas, canadienne, qui avait développé un fantastique logiciel de reconnaissance faciale qui avait procédé à certains tests, notamment puis pour faire les essais, une portion des essais, souvenez-vous, tout ce qui était vos photos sur Facebook, sur peu importe le réseau social, ils avaient démarré par une grosse banque de données sans consentement et ce qui les avait mis sur la map, justement. Même que la GRC, dans le cadre de leurs enquêtes sur des disparitions notamment, ou des recherches de personnes d'intérêt, avait déjà utilisé les services de Clearview AI dans plusieurs dossiers. Mais si mon souvenir est bon, je pense qu'il y a quelques dossiers qui se comptent sur les doigts d'une main qui ont vraiment abouti avec l'aide de ce logiciel-là. Toutefois, un petit nuage noir s'est établi au-dessus de Clearview du fait qu'une photographe professionnelle avait la conviction que des photos qu'elle avait prises, des photos justement pour lesquelles il y avait des droits d'auteur d'assignés, avaient été récupérées par Clearview sans son consentement et possiblement été utilisées comme étant base de référence. D'où une possible poursuite allait être éventuellement entamée. Étrangement, Clearview AI a déménagé, on va dire, s'est sauvé un peu du Canada et a établi son siège social aux États-Unis. Bien, écoutez, malgré tout ce bouleversement, ces changements et ce déménagement soudain, on a des nouvelles en date d'aujourd'hui. Écoutez, il y a le commissariat à l'éthique canadien et puis celui de l'Alberta qui ont déposé justement leur opinion sur les pratiques de Clearview AI comme étant contraires au code d'éthique. Alors, qu'est-ce que ça pourrait faire par la suite? Ben, probablement si des personnes pouvaient avoir subi un dommage quelconque à cause de Clearview AI ou des personnes qui peuvent s'être senties violées dans leur intimité avec Clearview à cause de Clearview AI, ben ça pourrait donner des munitions justement aux autorités de la justice
pour démarrer peut-être une enquête, récupération de preuves, puis voir apporter des accusations. Alors voilà le suivi en date d'aujourd'hui sur cette compagnie qui ne semble pas faire beaucoup de vagues présentement. Ben, c'est probablement qu'ils veulent se faire oublier de un, puis le fait de s'être sauvé aux États-Unis, où en tout cas pour le moment, les lois sont beaucoup plus clémentes pour ce genre de choses-là. Ils ont quand même des gestes éthiquement questionnables. Puis c'est ça, au niveau de l'éthique, l'usage des photos, surtout des photos publiques comme c'est là, puis le visage pour ça, c'est toujours le débat entre, tu le mentionnais en début de ta nouvelle, qui ça a, dans certains cas, aidé les corps policiers à retrouver des personnes qui avaient été disparues. Puis ensuite, tu vas le lancer avec toute l'invasion de vie privée que ça génère chez les autres citoyens, en fond. Fait qu'on est comme des témoins ou des participants involontaires à cette expérience-là qu'on utilise. Fait que je suis un peu... moyen. J'aime pas beaucoup ça. Ça vient, il me semble que je sens que mon intégrité a été affectée. Ah ben écoute, non, je trouve ça le fun, le sentiment, ton sentiment que tu nous partages. T'as tout à fait raison, hein. Vous connaissez les personnes qui disent tout le temps, je te le donne mon code, j'ai rien à cacher. Faites attention à ces gens-là, hein. Ils connaissent pas l'implication. Puis on en a parlé il y a à peu près un mois. Hein. C'est quoi se sentir libre? C'est se sentir libre d'avoir des secrets. Parce qu'on a le droit. Hein. C'est un droit acquis. On a le droit d'avoir certains secrets. Pour nous, c'est bon pour nous. C'est pour notre conscience, notre bien-être. Puis on a le droit aussi à la vie publique. Là. Il y a des informations publiques pour lesquelles on n'a aucune gêne à dévoiler et qu'on préfère justement dévoiler. Au niveau de Clearview AI, effectivement, là, comme tu viens de le dire, participer à un projet de test sans consentement, sans rémunération. J'aime bien les trailers policiers, les drames policiers, comédies policières, peu importe. Le bel argument que je vois arriver de loin là, dans un train d'à peu près 300 tonnes qui fonce à 200 km/h, là, c'est de dire non, ne vous en faites pas. Si vous n'avez rien à cacher dans la base de référence, si jamais vous étiez sur les lieux X où un incident serait survenu, on pourrait facilement vous disculper. Non, minute. C'est que là, ma disculpation vient d'un élément de moi que vous avez récupéré sans mon consentement en prétendant à être avenant dans ce dossier-là pour me protéger. Décidez pas de me protéger. Je pose des gestes qui me protègent. J'ai un jugement sur les gestes qui font en sorte que je me protège. Je veux pas que les autres me protègent. Je suis un père de famille. J'ai le droit de poser les gestes présentement pour mes enfants. Mais pour moi, j'ai le droit d'être mon propre chef de ma protection. Je veux pas l'aide des autres présentement. C'est peut-être pragmatique la façon dont je le dis, mais je veux bien le caricaturer. Dans les circonstances de Clearview, ça serait un très, très mauvais argument qui insulterait mon intelligence dans ce dossier-là. De me dire que je serais facilement disculpé de... Non, un instant, là. Je suis innocent à preuve du contraire. Il y a des circonstances, puis là, tout d'un coup, vous avez des éléments m'appartenant sans que je le sache, qui feraient en sorte que ça aurait une belle tournure pour moi. Écoutez, je le sais, si ça a une belle tournure pour moi, j'ai posé des gestes, j'ai un jugement sur ces gestes-là. C'est où ça s'arrête à un moment donné, là. Mais bon, c'était mon sentiment à moi. Effectivement, ben dans le fond, ça rejoint le mien, mais en d'autres mots. Passons à la nouvelle suivante, un peu. Là, on est dans l'univers de la brèche. On entend régulièrement parler des nouvelles, des fuites de données, et ainsi de suite. Puis on parle aussi d'imputabilité par associé à ce genre de choses-là, le fait que les compagnies doivent être responsables jusqu'à un certain point de la fuite qui est associée. Et pour revenir aux éléments de base qu'on retrouvait principalement dans le dark web dans les dernières années, c'était un compte d'usager et un mot de passe. Ça fait que les mots de passe, c'est ça qui fit le plus. Au-delà des profils qui sont montés, là, un peu comme
comme Damien aime bien discuter, mais tu vois, mettons à la base, c'est ces éléments-là. C'est un puissant rappel à quel point le 2 facteurs, le MFA, est essentiel dans l'usage des services infonuagiques qu'on utilise régulièrement par ailleurs, puis dans nos vies personnelles et maintenant dans nos vies professionnelles énormément. Donc, c'est un outil très important. Puis après ça, à un moment donné, il y a une certaine dose de responsabilité personnelle qu'on doit quand même prendre. C'est comme tu disais, c'est nos choix, c'est nos décisions, c'est nos choses comme ça. Ben, si on n'a pas pris les mesures en place pour protéger adéquatement chez notre fournisseur nos données, dans lesquelles le fournisseur nous a donné les moyens, parce que Facebook, Google, Microsoft, ils nous donnent tous les moyens. Là, si leur système est cassé par eux-mêmes, ça, c'est leur problème. Mais dans la mesure où on se protège pas de nous-mêmes, ça devient un peu plus... à un moment donné, il va falloir qu'on agisse comme des adultes et que on prenne la responsabilité qui est associée avec la consommation, l'utilisation de ces services infonuagiques-là. J'ai un bel exemple pour ça. Hein? Vous prenez votre voiture. On entre dans la voiture. On est dans une cage d'acier. Fait qu'on a déjà un premier facteur de protection. Après ça, on met notre ceinture de sécurité. Le deuxième facteur, il est là. On met on met une ceinture de sécurité pour être bien attaché justement dans la cage d'acier en cas d'incident. Incident qui souvent va être provoqué par des événements que vous ne contrôlez pas. Le MFA, c'est la même chose. C'est tout simplement qu'on vous embarque dans une cage qui vous appartient, mais on vous suggère de mettre une ceinture de sécurité supplémentaire. C'est l'exemple le plus tangible là, puis le plus visuel que je peux offrir. Puis oui. J'abonde dans le sens de Nicolas. On est en 2020. Le 2FA, ça fait quelques années que ça existe. Là. Quelques années, plusieurs S. Là. Il y a toutes sortes de méthodes. Hein? Il y a des méthodes qu'on appelle seamless. Il y a des méthodes qui demandent une intervention manuelle, effectivement. Un premier logon, puis ensuite de ça, un code SMS sur un appareil qui vous appartient. Donc, une deuxième action de votre part. Mais il y a toutes sortes de bonnes méthodes. Mais en partant, l'idée du MFA est une excellente idée. Puis c'est le minimum requis. Parce que votre cage puis votre ceinture de sécurité se retrouve maintenant parmi des milliards et des milliards d'automobilistes infonuagiques, justement, dont certains qui peuvent vous mettre en danger. Là. Oui, tout à fait. Puis j'aime bien l'image de l'automobile. Puis c'est en ce sens aussi, je réutilise un peu ce volet-là. C'est qu'en automobile, on s'attache pas parce qu'on va avoir une amende parce qu'on se fait prendre. On s'attache parce que quand on a un événement imprévu qui est un accident, cet élément-là va nous sauver la vie ou en tout cas va minimiser énormément les dommages à notre corps physique qui pourrait être des fois permanent. Donc, c'est un outil pour nous protéger et non un outil pour pas en avoir de contraventions. Fait qu'il faut aussi faire attention. Les contraventions, c'est juste pour essayer d'amener dans la conscience publique plus rapidement cette action-là, cette façon de faire-là, dans lesquelles maintenant c'est relativement assumé par probablement 80-90% de la population qui ne se pose même plus de questions de nos jours pour s'attacher. C'est un peu la même chose pour le MFA. Là. Ça serait dommage qu'on doive prendre des moyens coercitifs comme une contravention pour amener les gens à utiliser ce genre de méthode-là. Mais encore là, on va frapper des récalcitrants. Mes grands-parents, et dans le fond, dans leur génération, il y avait comme une espèce de conviction qui était capable de se retenir en cas d'accident. Puis comme ça, c'est juste que quand tu frappes des autos de plusieurs tonnes ensemble, je peux bien imaginer que je suis assez fort pour me tenir en place, mais la réalité physique est un peu autre. Donc, c'est un peu ça, oui. Ah, tout ce que je voulais dire, c'est, j'aime bien ton image, hein, la distinction. Porter sa ceinture, c'est pas pour ne pas pogner de contravention. Vous savez, la police, oui, elle vous a à l'œil. Puis je suis convaincu là que ils doivent trouver ça plate puis chiant terriblement de vous donner une contravention là-dessus. Ça fait à peu près, je vais caricaturer encore, ça fait à peu près 2000 ans qu'on chauffe là. Ça a commencé avec des chars à Rome là. S'attacher, c'est une bonne idée. En premier lieu, c'est pour notre intégrité physique. C'est pas pour ne pas pogner de contravention. Les gens qui utilisent l'info nuagique ou tout autre service qui serait on-prem chez vous, qui nécessiterait un collaborateur externe à entrer chez vous, c'est la même chose.
dans le cadre d'institutions financières, dans le cadre de compagnies d'assurance, dans le cadre d'échanges de données hautement confidentiels. Il y a un chien de garde. La police va être l'AMF dans certains cas. C'est l'équivalent, là. C'est l'équivalent de dire, hey, t'as pas mis ta ceinture de sécurité, voici ce qui s'est passé. Dans ce cas-ci, on va parler de quoi? On va parler d'un incident de sécurité parce que les mesures en place ne pouvaient pas permettre une protection adéquate des données. Dans ce cas-ci, la ceinture de sécurité, ne pas la porter, c'est ne pas mettre en place, ne pas appliquer les mesures adéquates pour nous protéger. C'est le même scénario. Oui, tout à fait. Puis de toute façon, les dernières vagues de maliciels qui circulent utilisent beaucoup des stratégies pour tromper les utilisateurs, pour les faire saisir leur mot de passe sur des pages web qui ont l'air légitimes. C'est vraiment les dernières vagues, c'est vraiment... Techniquement, elles sont super bien faites. Moi, je trouve ça vraiment sharp. Le problème, c'est que ça cause beaucoup de maux de tête en termes d'intervention et de gestion d'incidents qui est associé. Mais ça, c'est un autre pour un autre jour. Mais étant donné que dans un contexte d'entreprise, en général, ces mesures-là sont en place et dans un contexte personnel, généralement, on ne les fait pas parce qu'on est plus paresseux. Il n'y a personne qui nous l'oblige. Donc, on est beaucoup plus vulnérable à ce genre de manœuvre-là, de se faire voler nos comptes, de se faire voler nos informations. Puis, oui, on a quelque chose à cacher parce qu'il y a toujours quelque part un compte de banque, il y a toujours quelque part de l'argent. Fait que si minimalement nos informations, on ne veut pas les protéger, mais nos informations mènent à notre argent. Donc, c'est le lien peut-être le plus fort à faire puis associé avec ça. Puis j'en profite aussi pour basculer sur la nouvelle suivante qui est les bonnes pratiques en info nuagique. Puis ça s'adresse vraiment aux compagnies qui n'ont pas encore fait le saut ou qui ont fait le saut mais qui n'ont pas un niveau de maturité très élevé en info nuagique. Il faut poser des questions très sérieuses quand on bascule nos informations et notre système informatique dans le nuage, puisqu'on met dans les mains d'un tiers la gestion des systèmes informatiques, tout dépendant le niveau qu'on choisit de type info nuagique. Et de là, il faut prendre des choix, il faut s'informer et bien connaître notre fournisseur, justement pour être en mesure de savoir c'est quoi ces mesures de sécurité, s'il est audité, si on a besoin d'avoir historiquement, c'est un SA70, maintenant c'est SSAE 18, qui est des documents comme ça, les SOC 2 de ce monde, les audits ISO de ce monde, de vérifier ce genre de choses-là qui sont quand même des facteurs importants, mais pas tout le temps nécessaire dans le genre de prestations qu'on a besoin. On doit vraiment regarder, bien planifier puis bien mesurer ce qui s'ensuit. Puis la sécurité. Puis là, on entend souvent, oui, la sécurité d'Azure, la sécurité d'Amazon sont les meilleurs au monde. C'est vrai, pour protéger leurs infrastructures à eux autres. Dans notre, si on prend les termes Azure, c'est dans notre tenant, dans notre espace qui nous est alloué. Nous sommes responsables de ce qui se passe à l'intérieur. Et si on fait un gâchis, le gâchis est de notre responsabilité, parce que c'est nous qui n'avons pas bien configuré notre espace. Donc, comme on loue un appartement, ben le propriétaire de l'édifice est responsable de l'extérieur de notre appartement. Et si nous, on décide de faire les comptes dans notre appartement, les dommages qui vont être causés, par exemple, si on oublie de verrouiller notre porte, par exemple, c'est pas le propriétaire de l'édifice qui est responsable du vol qui va avoir parce qu'on a oublié de barrer notre porte. Nous sommes responsables parce que c'est notre porte qu'on n'a pas bien verrouillée ou qu'on n'a pas bien entretenue dans ces conditions-là. Fait qu'il faut vraiment être beaucoup plus critique. Puis les points de jonction c'est là où les endroits les problèmes les plus fragiles, qu'on est encore moins habitué. Il y a beaucoup de liens sur les systèmes sur site et les systèmes infonuagiques. Et le passage d'un à l'autre ne se fait pas si en douceur que ça. Et les liens entre les deux doivent être analysés, compris et bien déployés justement pour arriver à une solution qui est sécuritaire. Donc, d'évaluer puis de se faire accompagner par des professionnels qui sont bons dans ces univers-là, au niveau de la sécurité principalement, parce que c'est probablement ce qui attaque le plus. Puis, dans la considération, puis c'est l'image que j'utilise souvent, parce que les gens trouvent un peu, des fois, excessif les mesures de sécurité qu'on exige en info nuagique dans les configurations. Mais la différence principale, c'est que là, on a un système qui est sur Internet tout le temps 24/7, tout le temps, puis les malveillants le savent. Les malveillants connaissent les adresses d'Azure. Les malveillants connaissent les adresses d'Amazon ou de Google. Donc, ils vont aller fesser sur ces sites-là de façon régulière pour trouver un espace mal configuré. Puis si on a mal fait nos affaires, ben, ils vont être capables de remonter jusqu'à l'intérieur de notre système sur site, d'où l'importance du lien de confiance. Contrairement au système sur site, qui généralement, on a des coups-feu, puis ils ne sont pas autant exposés à la malveillance.
des scans sur Internet. Par ailleurs, les nouvelles tendances, les choses, les derniers virus, en tout cas les derniers spams que j'ai vu passer, c'est que dans le fond, l'essentiel de ce que les malveillants font maintenant, c'est qu'ils font des courriels super convaincants qui nous portent à croire qu'on doit poser une action. Et dans le fond, le malveillant nous convainc de s'infecter soi-même, essentiellement. Fait que le fait que le malveillant réussit à nous convaincre comme utilisateur, nous place dans une situation précaire parce que on rentre quelque chose de malveillant chez nous, volontairement, à certains égards, qui nous pèse dans une situation très précaire. Puis pour les entreprises qui ont un peu plus de moyens, un CASB, un cloud app, un cloud access secure broker, qui est un système, une forme de proxy qui vient mettre une couche de sécurité supplémentaire devant les informations infonuagiques, donc qui limite davantage encore, puis qui aide à gérer davantage la sécurité. Mais ça demande des compétences particulières. Informez-vous, consultez des gens qui sont habilités là-dedans, là, et ne faites-vous pas avoir. Hey, c'est tellement le fun que tu as dit, puis ça rien. Je rajoute pas partout du pouce à ce que tu as dit au niveau techno. Je suis dans le monde des institutions financières des compagnies d'assurance depuis longtemps. Hein? Vous savez que s'il était démontré, par exemple, que vous vous êtes fait voler à la maison, c'est pas vrai, je recommence. Si vous vous faites voler à la maison et qu'il est démontré que vous n'avez pas pris les précautions nécessaires, donc vous n'avez pas fermé la fenêtre, vous n'avez pas barré la porte patio, etc., ça pourrait se revirer contre vous. Hein? En fait, vous auriez probablement une cote de risque augmentée, donc une prime qui va être augmentée également, parce que vous êtes une personne qui n'avait pas le souci d'alerte pour le risque. C'est de même pour les voitures. Donc, barrez donc vos portes si vous voulez pas avoir des mauvaises surprises. Oui, effectivement. Puis ça, au niveau personnel, on le voit même. Et toutes les assurances cyber qui sont devenues disponibles, maintenant, les assureurs vont même exiger des tests de sécurité sur les systèmes avant de les assurer pour justement évaluer leur risque puis mitiguer le risque qu'ils prennent, puis donc de réduire essentiellement les primes qui sont associées parce que la probabilité d'un incident de sécurité est inférieure qu'une compagnie qui a une hygiène de sécurité qui est moins bonne là, dans ce cas-ci. Là. Oui, bon, ta caisse, c'est bien. On va finir avec une dernière nouvelle sur le fait qu'il y aurait eu 30 000 Mac qui auraient été infectés. Que ça a été trouvé par hasard par des chercheurs. Et j'ai Vincent qui fait un signe de victoire. Oui, c'est une oui. J'ai rien contre les Mac. J'ai vu la nouvelle, je pense que c'est ce matin ou hier. J'ai été désagréablement surpris. Surtout, c'est les Mac qui sont exploités avec un processeur en particulier, je crois, hein? Non, c'est ça. C'est la nouvelle dit que maintenant, c'est les deux types de processeurs que des Mac sont faits. C'est-à-dire que c'est vraiment des professionnels qui savent vraiment ce qu'ils font parce qu'ils ont recompilé le code pour le M1. Fait qu'ils étaient capables de rouler sur un Intel et sur un M1. Fait qu'ils sont déjà multiplateformes pour les Mac déployés. Puis la version qui était déployée par ce que les chercheurs ont trouvé sans mettre des espèces de versions d'essai ou quelque chose qui n'était pas clair sur son objectif. Pour le moment, ils n'ont rien trouvé, puis ils n'ont pas réussi à remonter la chaîne pour arriver jusque-là. Le nombre de 30 000, c'est un nombre qui est probablement beaucoup plus qui est sous-estimé par rapport au réel, puisque ça, c'est des nombres qui sont basés sur la télémétrie que les compagnies d'antivirus qui sont à leur disposition pour différentes raisons. Donc, c'est déjà ce genre d'élément-là. C'est un rappel que même si on est sur Mac, on n'est pas immunisé contre des problèmes de sécurité. Donc, à ce moment-là, soyez toujours vigilants. Il existe des antivirus pour Mac, il y en a de plus ou moins bonne qualité, fait que magasinez un peu. Moi, j'ai un faible pour un que j'utilisais chez quelqu'un qui était présent chez un de mes clients, qui fonctionne assez bien, puis qui est très léger, puis qui ralentit pas mon ordinateur, puis qui se démontre quand même assez bien. Mais si vous n'avez pas les moyens de vous payer ce genre de choses-là, c'est très étonnant parce que c'est juste, je pense que c'est 10 ou 15 $ par année. Là, fait que c'est pas excessivement dispendieux. Il existe dans l'article qui est mis dans les show notes des indicateurs de compromission. Donc, si vous voyez des éléments qui sont cités dans cet article-là, vous êtes capable de détecter si votre ordinateur a été infecté par ce genre de choses-là. Puis je pense de mémoire, l'article ne cite pas le moyen que le virus rentre sur les postes. Il fait juste s'installer en douce.
Je sais pas si ça va avoir un impact. Je sais que Apple a révoqué le certificat du développeur en question qui permettait justement au virus de s'installer sans avoir à lever aucune alarme. Fait qu'il passait à travers le gatekeeper justement, puis il levait aucune alerte. Fait que celui-ci a été révoqué. Fait que de fait, il serait probablement plus capable de générer de nouveaux codes, puis probablement qu'il va les mettre dans les blacklists sur les futures itérations de Mac. Donc, à ce moment-là, ils vont probablement être interceptés. Mais ce qu'on découvre là, ça, c'est quelque chose qui était invisible jusqu'à tout récemment. C'est comme SolarWinds. Ça a pris des mois avant que quelque chose qui était invisible, qui agissait, soit découvert par hasard par des chercheurs, par des gens en sécurité. Fait que c'est quand même préoccupant ce genre de choses dans son ensemble. Là. Donc là, on parle pas de tablette iPhone. On parle vraiment d'ordinateurs, des boîtes Mac, les MacBooks, les ordinateurs. Ben, écoute, je suis pas très versé Mac là, mais ça touche pas justement tout ce qui est Apple Watch, Apple TV, les caisses, les nouvelles caisses de son qui sont spectaculaires en passant. Les iPad puis les iPhone, c'est vraiment là ce qui est portable ou ordinateur de table Mac là. OK. Oui, pour le moment, oui, c'est pas sur les mobiles, toutes les versions mobiles, il n'y a rien encore. C'est vraiment juste sur les macOS. Outre ça, est-ce que Apple a annoncé probablement une mise à jour éventuelle justement pour corriger ce problème-là, ou c'est tellement récent qu'ils doivent probablement étudier la situation justement pour développer une nouvelle version qui va corriger la situation? Est-ce que tu sais s'il y a une déclaration là-dessus? Non, moi j'ai rien vu. En tout cas, du moins pour le moment, j'ai pas trouvé de nouvelles qui parlaient de ça. Je ne crois pas qu'ils vont changer quelque chose parce que c'est pas encore en tout cas, de ce que j'en comprends, de l'information disponible, c'est pas une faille dans le système qui a permis ça d'arriver. Ça a comme l'air d'être un moyen qui a été trouvé, pas encore là, pour tromper l'utilisateur, pour l'installer sur lui-même. Fait il s'est un peu tiré dans le pied. En apparence, ça donne cette impression-là. Donc, dès lors, c'est pas un problème de design du Mac, c'est un problème de comportement de l'utilisateur. Donc, c'est à voir, mais en même temps, Apple déploie il y a comme une espèce d'antivirus built-in dans les macOS. Ils mettent à jour leur signature sur une base régulière. Fait qu'à ce moment-là, ils vont probablement la rajouter dans leur base de signature. Ils vont bloquer les choses, comme probablement que la révocation du certificat du développeur. Ils ont dû pousser ça dans un update silencieux qui fait que probablement que le code ne doit plus être capable de s'exécuter ou il ne sera plus capable de s'installer à l'avenir. Là. Selon ma compréhension du fonctionnement. Fait que, interesting. Fait que c'est ça. Fait que ça complète cet épisode. Donc, plus succinct. On va essayer de maintenir ça dans cette succinctité-là. Justement pour pas. Elle est bonne. Elle est bonne. Pour garder un rythme de nouvelles, puis là, peut-être sortir des épisodes plus d'épisodes, mais plus courts pour justement que ce soit plus digeste et ainsi de suite. Donc, sur ça, bonne semaine. Oui, bonne semaine à vous. La semaine de relâche arrive. Profitez-en.